Bonjour, bonjour et bienvenue. Ravi évidemment de vous voir si nombreuses et si nombreux pour découvrir ou redécouvrir Gentil, qui va être projeté à l'instant, et puis bien sûr pour suivre la rétrospective de Sophie Fillière, les films de Sophie Fillière, tous les 7 longs métrages, les courts métrages aussi, du 16 septembre au 23 septembre. Lundi dernier, enfin lundi de cette semaine, nous avons ouvert cette rétrospective par l'avant-première de son dernier film, Ma vie, ma gueule. Je n'ai pas besoin de vous dire que le film Ma vie, ma gueule est en salle, les autres salles, dans Paris et ailleurs, depuis mercredi, et que je ne peux que vous inviter à rejoindre les spectateurs qui l'ont déjà vu. Ma vie, ma gueule, c'est un film avec Agnès Jaoui. Il se trouve qu'Agnès Jaoui est là, présente aujourd'hui. Elle participera à la discussion. Merci de l'accueillir. Ma vie, ma gueule est un film qui a été porté, terminé par sa productrice, Judy Salvador, qui est là aussi, et par les 2 enfants de Sophie Fillière, Agathe et Adam Bonitzer, qui sont là aussi, et Agathe participera. Voilà, Sandrine Kiberlin nous rejoindra pendant la projection et bien évidemment participera à la discussion qui suivra. Et puis Emmanuel Devos aussi est présent. Elle est dans la salle, vous allez la retrouver à l'instant sur l'écran. À propos d'Emmanuel Devos, Sophie Fillière, dans un livre d'entretien qui vient de paraître, et à l'initiative de la CRIF, est publié par Playlist Society, c'est un petit livre d'entretien que vous pouvez trouver bien évidemment à la librairie de la Cinémathèque, et où Sophie Fillière revient sur chacun de ses films, un par un, interviewé par Quentin Mével et Dominique Toulin. Et à propos d'Emmanuel Devos, Sophie Fillière disait ceci, mais je pense, Emmanuel le confirmera ou me le permettra, que ça vaut pour toutes ces actrices, parce que Sophie Fillière, entre autres, avait le génie du casting féminin et masculin. Et elle dit ceci à propos de Gentil et d'Emmanuel Devos: quand on tourne avec de tels acteurs, être compris dans son désir, voir le résultat de sa pensée projetée, c'est très fort. Et de Gentil, Sophie Fillière a dit aussi, mais des années après, puisqu'elle a dit longtemps, elle dit qu'elle a eu mis du temps à trouver quel était le pitch du film, selon ses termes, et elle se disait, c'est un film sur l'amour et le mariage. Et puis elle l'a revu des années après, et puis elle a dit, non, en fait, c'est un film sur le doute, sur notre place, et sur ce qu'on fait là. Voilà, ça aussi, ça vaut pour Gentil, mais c'est pas Barbery Bichette qui me démentira si je dis que ça vaut pour d'autres films. Voilà, bonne projection, vous allez voir Gentil en copie 35 mm, qui vient des collections de la Cinémathèque, et c'est une belle copie. C'est pas tous les jours qu'on voit du 35 mm, donc c'est comme ça que le film avait été sorti à l'époque, profitez-en. Et tout de suite après la projection, bien évidemment, on se retrouvera avec les 4 actrices pour évoquer Sophie Fillière et son cinéma. Voilà, bonne projection. On attend Agathe qui revient, Bonitzer, et Sandrine Kiberlin qui devrait être là. Voilà déjà Agathe. Peut-être on va commencer, Sandrine Kiberlin va nous rejoindre. J'appelle donc Emmanuel Devos, Agnès Jaoui et Agathe Bonitzer. Voilà. Merci en tout cas d'être avec nous. Et puis, lorsqu'on a imaginé cette rétrospective avec Agathe et Adam et Julie Salvador, je crois qu'Agathe et Adam avaient envie d'un moment comme celui-ci où on pouvait réunir une partie de ces actrices.
Sans doute, enfin pour des raisons évidentes, c'est que Sophie Fillière est aussi une cinéaste d'acteurs et d'actrices, et que je crois même je crois que c'est dans ce livre qu'elle dit à la Fémis, là où elle a été formée, j'ai appris l'image et le cadre, mais ce qui prime avant tout, c'est le jeu. Donc J-E. Et donc, effectivement, quand on voit un film comme celui-ci, on se dit que oui, effectivement, elle a appris quelque chose après la Fémis. Et peut-être commencer par vous, Emmanuel Devos, puisqu'on vient de voir Gentil, qu'on a passé 1h45 avec Fontaine-le-Gloup. Vous n'aviez pas vu le film depuis... On pourra revenir peut-être sur ce nom, parce que je pense que l'une comme l'autre, vous avez hérité des deux patronymes les plus... Je sais pas comment les qualifier, singuliers du cinéma français. Et donc, vous n'aviez pas revu le film depuis, je crois, longtemps. Bon, ça vous a plu? Oui, c'est très émouvant. Oui, ça m'a beaucoup plu. Je me rappelle, je me souvenais pas qu'on s'embrassait avec autant de bonheur avec Bruno. Et non, mais c'est drôle parce que comme j'ai vu Ma vie, ma gueule, donc lundi soir, et je vois les scènes avec le psychanalyste, les scènes de douche qu'elle adore, parce que j'en ai aussi une qui est assez pas piquée des hannetons dans Arrête où je continue, qui est assez violente d'ailleurs, mais elle aime bien nous mettre sous la douche. Et aussi non mais le jeu, si on veut parler du jeu, c'est parce qu'il y a une telle chose sur le dialogue, ce sont des dialogues très particuliers. Et je me souviens que j'avais le souvenir de Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine Tuberlin. Bonjour. Je vous résume les épisodes précédents. On vient de voir... On avait dit 5 heures en fait. Oui, tout va bien. On vient de commencer, on vient de s'asseoir. Je viens de voir Ma vie, ma gueule, donc je suis complètement bouleversée, je dois dire. Ah bah alors, c'est raccord. J'étais en promotion et vraiment, je trouve le film... Pardon, hein, renversant de ce qu'était Sophie, quoi. Et du coup, je te trouve merveilleuse, Agnès, dedans. Je te trouve tellement... Non, mais en adéquation avec Sophie, peut-être la plus Sophie de nous... Enfin, un résumé de comme elle aimait les actrices et de comme elle te filme et de comme... Enfin bon, ça m'a bouleversée, voilà. Maintenant, c'est fini, je parle plus. J'en sors, en fait, c'est je voulais voir avant de venir ici. Mais justement, nous, pendant que vous regardiez Ma vie à gueule, on a regardé Gentil. Voilà. Et justement, Emmanuel Devos disait à quel point il y avait des correspondances entre je pense, si on les regarde, les 7 films. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des motifs absolument récurrents. Il y a des marottes. Je crois qu'elle disait elle-même, de toute façon, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est quand quelqu'un est empêché. Donc à partir de là, c'est des variations. Donc des scènes de douche, des scènes de miroir, des scènes avec un psychanalyste, des scènes de femmes désorientées dans la rue, qui vont peut-être aller à droite, mais qui vont à gauche, mais peut-être à droite. Enfin, c'est vrai qu'il y a un jeu d'écho absolument permanent entre les 7 films. Et le fait de la rétrospective, c'est de les rassembler. Et à ce moment-là, ça n'en finit pas de se parler. Et donc, vous disiez sur le jeu et le dialogue. Oui, mais c'est ce dont je me souviens, parce que je serais incapable de vous dire comment, par exemple, Sophie dirigeait. Je pense que c'est ce que je vivais moi, c'est que j'avais un effet de miroir avec Sophie. C'est-à-dire que je la regardais beaucoup, elle avait une façon de vous transmettre le comment il faut jouer telle ou telle scène, mais ça passait pas forcément par des mots très explicatifs. Elle était tellement habitée par son histoire et par le film qu'elle était en train de faire qu'il suffisait presque de la regarder et de rentrer dans son mental. Et
c'est pour moi la marque des plus grands directeurs d'acteurs, directrices, d'actrices, c'est que c'est ça, ça passe par la générosité de la transmission du film qu'on est en train de faire, et non pas des techniques ou des choses. Et puis c'est vrai qu'elle avait un sens du casting parfait, quoi. C'est-à-dire que la direction d'acteur, c'est surtout déjà donner le bon rôle au bon acteur, d'avoir l'actrice voilà, et nous sommes 4-5 à avoir eu le privilège de partager l'univers de Sophie. Mais alors peut-être, justement, comme vous êtes directement au cœur, c'est-à-dire que vous dites elle nous dirigeait ou elle ne me dirigeait pas de manière habituelle, mais c'est quoi cette direction? Donc j'imagine que c'est pas une direction psychologique, c'est pas le personnage il est comme ci et comme ça, c'est pas des indications de cet ordre-là, mais c'est quoi, elle mimait les choses ou elle... Non, pas du tout, mais non, ça passe pas par un langage habituel, enfin c'est comme dans ces films. Donc on n'est pas toujours sûr d'avoir compris? Si, à partir du moment où elle me choisissait pour un rôle, je pense que la moitié du travail était fait, quoi. C'est parce qu'on correspondait parfaitement à différents stades de sa vie, d'histoires qu'elle avait envie de raconter. Et pareil pour les autres rôles, notamment masculins. Enfin, quand je revois Lambert là, dans Gentil, je crois que j'ai jamais vu Lambert aussi fragile et aussi simple et où on voit dans... C'est très très beau comme elle le filme. Il n'a jamais été filmé comme ça, je crois. Donc elle a une vraie connaissance mais c'est au-delà de l'acteur, mais de l'humain. Et juste une chose, une scène comme celle du cracheur de feu allemand, comment je vais dire, c'est une scène évidemment écrite, enfin vous l'avez d'abord lue ou pas, et comment ça s'est passé autour de... Non, il y a tout dans le scénario, hein. On n'a pas de surprise, contrairement à d'autres réalisateurs qui font des surprises. Mais non, mais je m'en souviens, j'ai un vague souvenir. Non, mais il y a 20 ans hein, quand même. Ouais. C'est un peu ancien, je me souviens. Mais c'est bien parce que je l'ai redécouvert comme un film. Voilà. C'est même pas moi que je vois. Enfin, non. Quand on a imaginé un film pour précéder cette discussion avec Agathe et Adam, Agathe, vous avez avec Adam finalement assez vite désigné celui-ci. Alors, à la fois peut-être pour pas choisir un film dans lequel vous êtes vous-même, mais pourquoi peut-être Gentil, non pas qu'il est... on aurait pu en choisir, et je pense qu'ils sont d'une certaine manière chacun éligibles pour cette séance, mais pourquoi vous avez pensé par rapport à Sophie Fillière à celui-ci? Déjà, je dois dire que je suis assez intimidée d'être avec les 3 plus grandes actrices françaises sur ce podium. Ensuite, je sais pas, on a spontanément pensé à Gentil avec Adam, parce que, bon, il se trouve que c'est son film jusqu'ici qui a eu, je crois, le plus gros succès public. Mais bon, c'était pas pour ça qu'on l'a choisi, mais... Je sais pas, franchement, c'est vraiment dur d'en choisir un parce qu'ils se répondent tous et nous, avec Adam, on les trouve tous aussi bien les uns que les autres, mais non, on a choisi Gentil, peut-être c'est le film du milieu, c'est un film qui est quand même une comédie, voilà, Emmanuelle, elle a tourné dans 3 films de maman, enfin de notre mère, donc c'était aussi, voilà, moi j'adore ce film, enfin j'aime tous les films, quoi, mais... Ouais. Je sais pas, peut-être Adam ne va jamais vouloir répondre à cette question, mais non, on a choisi celui-là. On aurait pu en choisir un autre, mais oui, peut-être parce que c'est avec La Belle et la Belle, c'est sans doute un des films les plus, pas légers, mais en tout cas les plus joyeux, les plus de ces 7 films, mais on aurait pu aussi choisir un film plus noir. Enfin voilà, l'important c'était de tous les montrer, de les montrer dans cette même semaine, quoi. Et d'ailleurs, on a revu Grande Petite mercredi soir, et il y a aussi plein de résonances avec Ma vie, ma gueule et avec les autres films. Donc les films se répondent comme des boomerangs. Enfin, il y a des motifs répétitifs dans tous les films qui sont inconscients, hein, je pense, par ailleurs. Enfin, et même des choses très ténues, mais
Enfin, voilà, c'est pour ça que c'est vachement bien de les revoir là dans un temps resserré aussi. Et vous, Agnès, qui avez vu ou revu Le Gentil, même par rapport à Ma vie, ma gueule, vous avez dû être surprise, non? Ah oui, moi je l'ai découvert en fait, le film, je ne le connaissais pas. J'aurais dire aussi à quel point ça fait du bien de voir de la pellicule. Oh là là. Mais là, on voit ce qu'on a On a vu le film en 35 En minutes. 35, et vraiment, c'est mystérieux, c'est doux, c'est apaisant, ça fait quelque chose de nostalgique aussi, c'est assez bizarre, parce que, voilà, parce que c'est plus ce qu'on voit, enfin vraiment, ça m'a frappé. Et puis bon, t'es merveilleuse, enfin c'est vraiment, enfin, et effectivement, les motifs qui reviennent. D'ailleurs, qui est le psy? Le psy, oui. C'est mon grand-père, c'est Alain Filière. C'est son papa? C'est le père de ma mère, oui, il est mort en 2020. Ah, Oui. Vache. Ouais, bon, il est super. Et oui, ça fait, c'est très troublant. C'est troublant, tout ce qu'on vit est troublant, mais j'ai l'impression d'avoir passé aussi 2 heures avec elle, avec toi et avec tous ces acteurs et actrices, mais voilà, de me dire, ah ben oui, bien sûr, enfin, voilà, ça fait écho, ça résonne, on voit elle aussi sa recherche, enfin, sa recherche du bonheur, enfin, de l'équilibre, et sa recherche du sens, effectivement, de notre passage sur Terre, enfin, donc, voilà, elle cherche à travers nous et à travers tous ces films la raison d'être dans l'absurdité qui est nos vies. Voilà. Donc, c'est très particulier. C'est une œuvre. On vous voit quand même, vous savez. Non mais c'était vachement bien avant la séance de lire ces quelques extraits du livre qui est par ailleurs super et de dire que le film, c'est ce qu'elle avait dit plus tard, était un film sur le doute et sur sa place qui est aussi, enfin ce qui habite tout son cinéma et bien sûr Ma vie, ma gueule. Mais c'est vrai que du coup j'ai revu le film avec cette idée du doute et c'est vrai qu'il est partout et c'est vachement bien, quoi. C'est bien plus qu'une sorte de comédie romantique sur le mariage ou l'amour, le couple, etc., quoi. C'est vachement ça, quoi. Et non, c'est jamais fini. Oui, aussi ce qui m'a frappé, c'est comment elle décrit l'hôpital psychiatrique et les patients. Et qui est fou, qui ne l'est pas, et ça, je trouve ça très beau. Je trouve très beau le regard qu'elle a, encore une fois, sur la soi-disant anormalité. Et je ne sais pas si ces films sont projetés en psychiatrique, mais il faudrait. Oui, il y a une jeune femme que je connais qui a un festival, je crois que ça s'appelle La Maison Perchée, qui veut projeter Ma vie, ma gueule. Ouais. Parce que là, c'est vrai que là aussi, les correspondances entre les deux films sur le monde psychiatrique, mais surtout, effectivement, sur l'indistinction. D'ailleurs, dans celui-ci, dans Gentil, il y a une scène géniale, même la topographie, même les baies vitrées, enfin, tout est troublant, parce que même la manière dont Lambert Wilson entre dans ce bureau, et comme s'il entrait sur une scène de théâtre. Et puis bien sûr, il y a le fait que l'infirmière se trompe sur l'identité du patient. Mais comme de toute façon le docteur lui-même est hospitalisé, tout est déjà censé. Les médecins sont malades, les malades sont déguisés en médecins. Parce que le mec qui a les 2 blouses là, c'est clairement un maboule, quoi. Enfin, c'est un malade. Donc voilà. Et il le prend pour un médecin. Et ce truc des vitres, c'est fou parce que c'est aussi dans plein d'autres films. C'est des tout petits motifs, mais ce truc de personnage qui apparaît derrière une vitre. Dans Ma vie, ma gueule, il y a juste le petit garçon dans la salle du CPE. Dans Arrête ou je continue, il y a aussi un petit garçon qui tape comme ça à une vitre. Dans un autre film, il y a des motifs comme ça, je pense, totalement inconscients qui reviennent. La petite fille qui apporte le thé là dans Gentil.
Et, je veux dire, avec Adam, on avait tout de suite pensé à la petite stagiaire de 3e qui apporte tremblante le thé aussi dans les cafés, qui a oublié le sucre, etc. dans l'agence de pub, dans La Vie Ma Gueule. Enfin, c'est marrant. Mais on pourrait continuer longtemps, parce que quand on revoit les films, effectivement, au début de Haï, André Dussolier doit entrer dans un lieu, puis les portes le résistent. Et puis elle, Fontaine-le-Clou, on comprend de manière, comment dire, retardée, qu'en fait, elle entre par effraction là où elle travaille. Hein. Donc là aussi, il y a toujours un empêchement un peu absurde, mais en même temps qui est presque réaliste. Enfin, quand on n'a pas la clé, il faut passer sous le grillage. Mais ça crée des situations à la fois vraisemblables et invraisemblables. Et ça ne cesse jamais dans son cinéma, c'est-à-dire ce décalage. Peut-être, si vous en êtes d'accord, est-ce que vous pourriez dire, alors dans le cas d'Agathe, la question est un peu stupide, mais est-ce que vous vous souvenez les unes et les autres de votre première rencontre physique avec Sophie Fillière ? Moi, je ne m'en souviens pas clairement. Je vous laisse répondre. Parce que Sandrine Kiberlin, j'allais dire, vous avez été presque sa première actrice avec Hélène Fillière dans Des filles et des chiens. Oui. On est en 1991. Moi, j'ai commencé avec sa sœur et j'ai eu la chance de faire un film après, beaucoup plus tard, une vingtaine d'années plus tard, avec sa fille. Donc j'ai fait partie de sa famille. J'avais l'impression de faire partie de la famille de Sophie, de la famille artistique, je veux dire, enfin de ce que disait Emmanuel, d'une espèce de sorte d'identification qu'il y a souvent entre les actrices et les réalisatrices. Il y a une espèce de volonté chez, je trouve, les réalisatrices de se reconnaître en nous, enfin de faire de nous comme des messagères de ce qu'elle a envie de dire, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle est. Et donc moi, elle m'a reconnue de dos, Sophie. C'est-à-dire que vraiment, hein, enfin je veux dire, elle m'a choisi de dos. Elle venait trouver une actrice pour être la deuxième actrice de son court-métrage Des filles et des chiens, pour être avec sa sœur Hélène. Et elle venait au conservatoire pour essayer de la trouver. Et moi, j'étais à cette époque au conservatoire, mais pas du tout à l'intérieur du conservatoire quand elle est arrivée, mais à un café qui n'était pas d'ailleurs le plus proche du conservatoire. Et j'étais de dos, sans doute en train de payer un café ou je sais pas quoi, et elle a vu, j'avais une natte. Je me souviens très bien comment j'étais, parce que j'étais assez proche de ce qui est finalement, elle arrive dans le court-métrage. Et de dos, elle m'a vue, et elle m'a regardé tellement que son regard m'a fait me retourner, et elle m'a dit « Ah, c'est dommage ». Je dis « Bah bon, je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Non, mais parce que je cherche une actrice... mais vous n'êtes pas actrice, et sinon je vous choisirais. » Mais je lui dis, mais je suis actrice, moi. Je suis au conservatoire, je devais avoir, je sais pas, on était en 97, je crois. Non, pas du tout, 90. Le film Des filles et des chiens, c'est un film de 91. C'est fou, en fait. Je venais de rentrer au conservatoire. Mais c'est ça, c'était un an avant la fin du conservatoire, parce qu'après, Éric Rochant m'a vue dans le film de Sophie. Ça a été Sophie, c'est très émouvant, hein. C'était celle qui m'a vue, quoi. De dos. Mais qui m'a reconnue de face. Moi, je l'ai reconnue aussi. C'est-à-dire qu'immédiatement, on s'est dit qu'on allait le faire. J'ai même pas passé d'essai. Je suis arrivée avenue de Saxe avec sa sœur, on tenait nos vélos et puis on a répété cette fameuse séquence qui est un plan séquence franchement assez étonnant et magistral, quoi, de dialogue, de trouvailles, de drôlerie, de vérité aussi, de cruauté. Enfin, il y avait tout dans ce petit film qui dure, je crois, 5 minutes. Et sa façon aussi de nous filmer chacune sans en abandonner une au détriment de l'autre. Enfin, moi, c'est vraiment une merveille, ce film. D'ailleurs, elle a eu le prix Jean Vigo, elle a fait beaucoup de... Et puis voilà, on a mis trop de temps à... Enfin, on ne s'est pas quittés du tout, on était amis toute la suite, enfin tout le temps qui a suivi, mais on a mis du temps à se retrouver au cinéma. J'ai écrit La Belle et la Belle et qu'elle me disait « Je suis en train d'écrire pour Agathe et toi ». Là, c'était la folie. Et c'était...
effectivement, je reconnais complètement ce que dit Emmanuel. Et puis là, quand j'ai vu Ma vie, ma gueule, c'est effectivement comme... Oui, comme c'est bouleversant pour nous, enfin, parce que c'est la retrouver en fait. Moi j'ai passé 1h30 avec elle, avec son univers, avec effectivement ses doutes. Parce qu'elle dit, elle montre du doigt qui est normal et qui est pas normal, mais en fait elle est tellement plus normale que les normaux, enfin je sais pas comment dire, elle est tellement au-delà d'intelligente qu'elle en devient... tellement sensible, tellement qu'elle pourrait... ouais, elle est étonnante, quoi. Elle est étonnante. Je sais pas comment expliquer. L'humour qu'elle a, la vision de la vie, la vision des choses, la vision de... Elle avait toujours une phrase pour ramener à l'essentiel, et en même temps... je sais pas, elle avait une présence, un regard en fait. C'est son regard, c'est son regard, ouais, sa voix, ses silences. Elle osait les silences, elle osait beaucoup les silences, même pendant un tournage, hein, elle osait beaucoup les silences. Moi, ça me manque beaucoup, ces silences aussi. Ouais, ça me rappelle que la scène à la fin de Gentil, quand Bruno Todeschini allume une cigarette, il la fume presque entièrement et il en reprend une en disant « Ah bah ça y est, je refume ». Et je me souviens très bien, j'étais derrière la caméra quand elle a tourné cette scène et je disais à Sophie « Mais ça va être trop long quand même si t'attends qu'il finisse vraiment sa clope pour en rallumer une autre ». Et elle m'avait répondu « Oui ». Mais c'est... Enfin, elle m'avait fait... Oui, c'est vrai qu'elle parlait pas, quelquefois elle parlait pas beaucoup, mais elle assumait ce temps, parce que, et quand je vois le film, je dis évidemment qu'il faut ce temps long, parce qu'on n'ose plus du tout faire maintenant. C'est ça aussi qui m'a frappée, c'est le rythme. Autant du cinéma muet, on appelait ça un slow burn, un gag très très lent qui se consume lentement, où effectivement le temps est pris. Oui. Dans la vie, elle avait ça. Dans la vie, mais on lui parlait parfois, et puis elle assumait complètement un silence, et qui était plus fort parfois qu'une réponse verbale, et qui nous en disait plus, quoi. Enfin, et ça, c'était très unique chez elle, je trouve. Et de même, je crois que c'est dans Rail, quand elle filme Du Solier, elle a expliqué que dans la scène de la rencontre avec Hélène Filière, en fait, elle voulait jouer de l'effet comique des réactions du Solier à ce que lui dit Hélène Filière, qui est effectivement étonnant. Et elle raconte comment elle a étiré les moments sur Du Solier, c'est-à-dire en fait, elle filmait des réactions, et au montage, elle les a fait durer sur cette idée-là que... Bon, parce qu'en plus, c'est Du Solier, donc quand il joue l'étonnement, c'est étonnant, mais elle a osé étirer cette durée qui pouvait être, comment dire, perçue comme un problème par rapport au soi-disant rythme. Et ça, c'est effectivement une audace qui passe peut-être inaperçue, mais qu'on ressent très fortement là, quoi. Parce que vous avez tourné donc 3 films avec Sophie Filière, Aïe, où là, bon, on pourrait y revenir, parce que c'est un rôle très particulier dans Aïe. On a l'impression que c'est un rôle périphérique. Et en fait, quand on voit le film, on se rend compte que tout le film s'enroule autour de ce personnage périphérique qui devient central. Et puis ensuite, il y a... c'est Arrête ou je continue. Non, c'est Gentil. Et puis Arrête ou je continue avec Mathieu Amalric. Donc là aussi, comment s'est peut-être fait la première rencontre? Et est-ce que, parce qu'elle avait écrit ce personnage de Claire dans Aïe pour vous? Oui, en général, elle me prévenait avant, en disant j'ai écrit en pensant à toi, ce qui n'est pas courant. Vous la connaissiez déjà? Alors j'ai rencontré Sophie lors d'un stage de direction d'acteurs à la Fémis. C'est-à-dire qu'ils avaient demandé il y avait Yvan Attal, moi et Marion Laine. Nous étions des cobayes pour ces jeunes réalisatrices, parce qu'il y avait pratiquement des filles, je me souviens. Et les seuls qui osaient nous parler, c'était Chantal Ackerman, donc qui dirigeait cet atelier de direction d'acteurs, c'était Noémie Lvovsky et Sophie, qui plus discrètement, mais qui osait nous parler. Je me souviens que tous les autres étaient tétanisés par nous trois. Enfin, que vraiment la direction d'acteurs, c'était déjà pas leur souci.
Donc les deux, voilà, et puis c'est les deux avec qui après j'ai fait un petit bout de chemin. Et Sophie, quand elle m'a proposé, ou elle m'a dit qu'elle écrivait un rôle dans Aïe, elle me souvient très bien, parce que c'est du Sophie tout craché. Elle me dit, oh j'écris un film, il y a un personnage vraiment que tu le joues, et j'ai écrit une phrase en pensant à toi. Je fais, ah bon, c'est quoi? Elle dit, à un moment, t'es avec le personnage masculin, t'es André Dussolier, et tu lui dis, ça va, t'es tout mince. J'ai ah ouais, super. mais c'est du saut, enfin voilà, ça passe par des choses tellement. Je pense que c'est en ça que peut-être elle reconnaissait les personnes qui pouvaient travailler avec elle, c'est savoir si ça marche, si elle l'enseigne. Si tu disais ouais, ah bon. Elle m'aurait peut-être pas proposé le rôle, mais oui, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça va, t'es tout mince. Trop mignon. Et c'est vrai que ça résume la relation de mon personnage de Jean Aïe avec André. C'est très délicat, très joli comme ça. Et puis après, oui. Après, c'était des cadeaux incroyables. On arrête où je continue. Non, c'était plus cruel, plus dur, très très dur, Arrête où je continue. C'est un film vraiment, il y a de la cocasserie, mais c'est vraiment sur le couple. Sur le couple, c'est un film un peu couperé, mais dur. En revanche, il y a des moments absolument inoubliables, toute la scène dans la forêt. Elle m'a quand même fait jouer avec un chamois, quoi. Le chamois, vous avez parlé à un lapin. Et j'ai parlé à un lapin en lui disant je suis toi. Ta femme sera sauve. Non mais c'est... Fais-toi cuire. Fais-toi cuire, voilà. Dépêche-toi. Dépêche-toi, oui, parce qu'elle est affamée dans ça. Les lapins, alors. Parce que là, il y a eu encore l'histoire du lapin. Non mais c'est fou. Assumer autant d'originalité, c'est quand même pas courant dans le cinéma français, quoi. Oui, c'est ça. Et à propos de, entre autres, la scène de la forêt, je me permets de signaler, il y a eu un article dans les Cahiers du cinéma, là, en septembre, un texte d'Hervé Aubron sur le cinéma de Sophie Fillière, et qui, je trouve, mais limpide, sur les rapports et les voisinages que les films de Sophie Fillière entretiennent avec l'œuvre de Lewis Carroll. Oui, bien sûr. Et là, Alice au Pays des Merveilles, Traversée du Miroir, le chien, enfin le sonore du chat, enfin il y a tout. Le texte s'appelle Passage secret, et je trouve qu'il a, comme on dit dans la plot, il a trouvé un fil, et qu'il y a un vrai fil à suivre en voyant et revoyant les films avec cette idée-là en tête. Et la gémellité, enfin, La Belle oui. et la Belle, ou dans oui. Un chat, d'ailleurs les titres de filles et de chiens, finalement. Des filles et des chiens, qui a un titre à... Mais en fait, parce que je me suis fait la réflexion tout à l'heure en voyant Ma vie, ma gueule, qui évidemment tourne autour de cette femme. Mais elle avait aussi, je trouve, un goût que je partage, en tout cas, pour les hommes. C'est-à-dire qu'elle aimait vraiment, là encore, il y a Philippe Catherine, qui est génial, qui a l'humour, en même temps la tendresse, en même temps... Enfin, elle avait un goût... les acteurs hommes qui sont dans ces films sont des hommes, enfin, qui ont à la fois une virilité et une tendresse à la fois. Enfin, elle avait un beau regard sur les hommes aussi, comme cinéaste, je trouve. On parle beaucoup des femmes parce qu'il y a effectivement comme un passage de relais entre elles et les actrices, et là c'est fou d'ailleurs avec Agnès, c'est encore une fois, ça m'a bouleversée, et voilà, je trouve ça vraiment magnifique et tout, mais je trouve aussi qu'il faut parler aussi Melville dans La Belle et la Belle, je le trouve, on se le disait avec Agathe tous les jours, on se disait mais le film c'est Cary Grant, quoi, enfin d'ailleurs elle a un truc avec Cary Grant, qui se prolonge dans Ma vie, ma gueule. Mais oui, bien sûr. De même, Mathieu Amalric dans Arrête où je continue. La scène où vous êtes dans la forêt, il fait nuit, il a reçu chez lui les amis que vous deviez recevoir ce soir-là, et la nuit tombe, et il leur dit elle va pas tarder. Ça, c'est un peu inoubliable aussi.
peut-être Agnès, la première rencontre, alors pour le coup aussi, avec Sophie Fillière, est-ce que ça s'est joué autour du personnage parce qu'elle avait écrit pour vous? Est-ce que... enfin, comment s'est passée la première rencontre? Je ne crois pas qu'elle l'avait écrit pour moi, mais pas pour quelqu'un d'autre non plus. Ça aurait été possible, alors il n'y a aucun souci avec ça, mais voilà. Mais par contre, je l'avais lu et je lui ai écrit, et puis moi j'étais à Toulouse à ce moment-là, à la Cinémathèque, et donc on s'est retrouvés à l'Opéra, au Capitole, où j'allais voir, bon bref, donc j'avais pris une place, et il pleuvait des cordes ce jour-là à Toulouse, et donc elle était totalement trempée. Elle avait son t-shirt et sa veste et les cheveux. Et voilà, je sais pas, n'importe quelle autre personne se serait, je sais pas, excusée, séché, remis, pris autre chose. Et elle était comme ça. Et je lui disais, mais vous avez pas froid? Enfin, vous voulez pas un pull? Vous voulez pas? Elle me disait, non. Et elle me regardait, et je la regardais, et effectivement, je crois qu'il m'est arrivé ce qui vous est arrivé à toutes, d'avoir une sorte d'effet miroir, enfin voilà, de sensation. Elle avait pas peur d'être vulnérable, en fait, et elle l'était, là, comme ça, trempée, et venant me voir, donc... effectivement, elle n'avait pas peur des silences dans les films, mais dans la vie non plus. Enfin, elle prenait le temps de trouver le mot exact. Voilà, et là où on est tous, enfin, plus ou moins, mais en tout cas, moi, à remplir, à être inquiète et qu'il y a 2 secondes, voilà, elle ne l'était pas. Donc il y avait, c'était désarmant en fait, parce que vous-même, vous pouviez l'être aussi, vulnérable. Et surtout, ça crée... Parce que moi, tu disais en miroir, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. D'avoir été dirigée parce que j'étais en télépathie, en fait, avec elle. En empathie partagée, enfin, voilà. Donc, bon, de toute façon, déjà, en jouant son texte, on devenait un peu elle, puisque c'était très singulier et qu'il n'y avait pas un mot pour un autre. Donc voilà, tout ça était très particulier. À propos, peut-être ça vous fera réagir et vous me direz, mais à propos de son écriture, dans l'entretien, elle dit ceci, je ne fais jamais de traitement ni de synopsis, je ne sais pas faire, je pars toujours d'une scène, je ne dis pas ce que ça raconte, mais comment ça le raconte. Et lorsque j'écris les dialogues, je me les dis à haute voix, je les joue pour réfléchir au rythme et à la ponctuation. C'est très important la ponctuation dans mes scénarios, je fais chier les acteurs avec ça. Si lorsqu'elle dit, je n'ai pas mes petites brosses, j'écris comme réponse A. Ah bon. L'effet n'est pas du tout le même que de répondre simplement Ah bon. Le temps entre les deux A suppose réflexion, perplexité, doute. Ce rythme, ce détail, je les ai trouvés en jouant le dialogue. Je peux dire aux acteurs qu'il y a un point à respecter. C'est un truc de musique de tempo. Bien sûr. C'est complètement comme ça qu'on donc, devient le personnage qu'elle nous offre, parce que le rythme est donné par Sophie, par son texte, par ses mots, quand on lit le scénario, il est déjà extrêmement vivant. En fait, nous, on n'a plus qu'à... Enfin, je sais pas, c'était son univers. Est-ce que ça ressemble justement à la lecture, à une lecture de scénario quand vous découvrez le scénario d'un film de Sophie Fillière, ou est-ce que vous avez l'impression, je ne sais pas, de lire autre chose qu'un scénario, ou un peu plus qu'un scénario? Est-ce qu'il y a des indications? C'est évidemment très écrit. On suppose que ce que vous dites dans les films, alors je ne sais pas s'il y a une marge, ce que vous dites dans les films est exactement ce qui est écrit, hein, la ponctuation, le point. On lit un scénario, on respecte. Et on lit un scénario de Sophie. Donc c'est pas... Mais les didascalies sont géniales aussi. Oui, moi j'ai eu l'impression de lire un roman. Moi c'est la première fois que ça me faisait ça.
J'avais lu un très beau roman que j'avais envie de passer à mes copines. Et effectivement, Lady Tascali, c'est féminin? Je sais pas, non, oui, géniaux. Moi je les féminise toujours, mais c'est. Non, en tout cas, c'est super. Non, parce que voilà, mais c'est un Didascali. Une. Bon, bah, les Didascali sont géniales. Non, mais elles sont géniales. En fait, c'est de la littérature. C'est-à-dire que c'est précis. Et franchement, les Didascali, dans les scénarios, moi, souvent, c'est ce qui me fait dire. Non, mais non seulement on les passe, mais moi, souvent, je me dis, ah bah tiens, je vais pas faire ce film. Parce que les Didascali sont. Enfin, je veux dire. C'est des clichés, enfin voilà, la quarantaine séduisante, bon bah voilà, ok. Non mais on en trouve plein, enfin vraiment, on craint un peu pour la profondeur du film, disons, après. Alors que Sophie, c'était... Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de ces fameuses didascalies? Non mais dans un scénario de Sophie, qu'est-ce qu'on entend ou qu'est-ce qu'on lit qu'on ne lit pas ailleurs et qui serait comme... Il faudrait publier ces scénarios, c'est évident. Non mais c'est ce qu'on veut faire. Ah bah oui, parce que en fait, je peux pas vous le dire parce que c'est de la littérature. Et c'est ce que vous allez retrouver à l'écran. C'est-à-dire que tel personnage, il est pensé, il est aussi poétique, aussi même des personnages qui ne parlent pas, encore une fois. Ils sont décrits et on ressent l'humanité. Dans Ma vie, ma gueule, il y a un moment, une vieille écossaise, enfin, écossaise d'un âge... La quarantaine séduisante. Non, la soixantaine, encore fraîche. Bon, bref, on a un échange de regards et elle me sourit. Je ne sais pas comment c'était écrit parce que c'était très précis et très beau. Et cette scène, enfin, voilà, effectivement, cette dame existe, elle me sourit, il se passe quelque chose. C'est pas une figurante, tout est précis, tout est poétique. C'est la scène où vous mangez les fish and chips. Ouais. Et partout, tout le temps. Enfin, il n'y a pas un personnage qui sert la soupe ou qui est là pour être là, quoi. Elle regarde tout le monde, tous les êtres humains qui peuplent son film et qui vont devenir... Enfin voilà, tous les personnages sont considérés et même s'ils apparaissent 2 secondes à l'écran, ils existent. C'est pas... c'est très rare, ça aussi, en fait. Pourquoi Non, puis j'aime qu'elle s'autorise aussi, parce que c'est marrant que tu parles de ce moment, parce que c'est des moments qui pourraient ressembler à des moments de rien, mais qui sont le charme de Sophie, en fait. C'est-à-dire que ces petits... Moi, je me suis dit, c'est vachement... On l'aime, cette femme qui mange ses fish and chips, quoi. Je sais pas, on a envie de la suivre. Ça pourrait être l'héroïne d'après, je sais pas, Et donc, elle met des petits bouts de... Je me souviens aussi... dans La Belle et la Belle, j'aime beaucoup aussi quand elle mettait des petites séquences pour chacune de nous de rien, c'est-à-dire on se regarde dans le miroir, enfin, et c'est pas des choses de transition, c'est quelque chose qui permet de la connaître mieux, de comprendre mieux, mais sans explication, c'est jamais démonstratif, quoi. C'est juste un moment de vie qu'elle veut raconter, quoi. C'est toujours des moments de vie, en fait. Donc fait de mots, de silence, d'une personne qui arrive et qui est elle-même très vivante. Enfin, c'est des moments de vie. Ouais. Peut-être qu'elle avait le goût des autres, on pourrait dire. Au moment du tour, peut-être avant le tournage ou au moment des... Je ne sais pas à quel moment, au moment des repérages ou sur le tournage, est-ce qu'il y avait une lecture ou des lectures de la scène à jouer? Est-ce que, justement, sur l'intonation, sur la ponctuation, ou est-ce que vous faisiez une lecture à l'italienne, enfin, genre une lecture droite du texte? Comment se prépare une scène avec elle? Ou est-ce que vous savez le texte, ponctuation comprise, et la scène se joue comme elle doit ou peut se jouer? Ou est-ce que vous avez le souvenir de répétition du texte? J'ai plus l'impression de ce que vous dites à la fin, c'est-à-dire on connaît notre texte au rasoir, évidemment, et puis on se lance avec elle parce que, je sais pas, on s'est reconnu dans le fait que c'était ça. On se lance, en fait. J'ai pas de souvenir de...
lecture ou de répétition ou de non. En tout cas, elle, en repérage avec ses collaborateurs et collaboratrices, je crois que c'est Emmanuel Colino qui nous a raconté ça, mais on savait plus ou moins. Une fois qu'elle arrivait sur le décor, elle jouait la scène en faisant plus ou moins tous les personnages. Elle avait besoin de jouer la scène pour savoir comment elle allait la filmer. Voilà. Et elle adorait ça, quoi. Emmanuel pourrait en parler mieux que moi, mais je la vois en plus. Mais par exemple, dans le scénario de La Belle et la Belle, ou dans les autres, il y a des indications déjà du découpage, parce qu'elle dit qu'elle écrit en voyant la scène, et que le découpage, elle y pense dès ce moment-là, et que ça l'aide à écrire ou à distribuer la parole. Donc est-ce que par exemple dans un scénario de Sophie Fillière, il y a des indications de cet ordre-là, les traces d'une mise en scène? Pas tellement. Enfin, oui, on trouve les traces d'une mise en scène, mais déguisée en littérature. Enfin, c'est pas non plus. C'est quand même. Ça ressemble à un scénario classique, hein, séquence 1, intérieur jour, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un petit truc en plus qui est celui de l'écriture, quoi, qui est vraiment celui de la langue, de l'écriture, qu'on a dans les dialogues, mais qu'on a aussi, comme on l'a dit, dans les didascalies. Et donc oui, on sent la mise en scène. Enfin, il y a des gens, par exemple, qui ont découvert Ma vie, ma gueule, et qui avaient lu le scénario, qui n'avaient pas encore vu le film, et qui m'ont dit c'est fou, j'avais l'impression d'avoir déjà vu le film. C'est-à-dire que, alors que, bon, en plus on a coupé des choses, etc. Mais donc c'est que les films sont quand même déjà très... Enfin, les scénarios, le film est déjà là, très présent au scénario, et le tournage est très fidèle au scénario, et le montage est très fidèle aussi aux intentions d'origine, j'ai l'impression. C'est ça, je pense que c'est important, parce que on a souvent, et à juste titre, l'envie de dire à quel point elle savait écrire, mais elle insiste beaucoup sur le fait qu'elle fonctionne visuellement. Elle dit « j'écris à rebours parce qu'en fait, j'imagine une scène », mais il se trouve que cette scène dans le film va être au final la 10e ou la 15e dans l'ordre chronologique du film, et elle dit « après j'écris à rebours parce que j'ai, pas une vision, elle dit pas j'ai une vision, mais elle dit « je vois une scène ». Et à partir de là, je me dis, mais comment je peux arriver à cette scène? Donc, par exemple, dans Gentille, la première scène qui lui est venue, c'est celle d'une jeune femme avec des dossiers sous le bras qui entre par effraction sur son lieu de travail. Et donc, comment, à partir de ce point de départ, qui n'en est pas un, puisque c'est pas le début du film, elle remonte et elle imagine, par exemple, cette scène géniale du début, où vous croyez que vous êtes suivi par un dragueur qui vous dit que non, pas du tout. Qui est en fait un vrai dragueur aussi. Mais alors qu'on comprend, voilà, absolument. Qu'on comprend un retardement, mais au début, elle est prise finalement dans quelque chose qui pourrait être son désir d'un autre homme, quoi. En même temps, quand on écrit un film, on commence rarement par le début. Enfin, on sait qu'on veut raconter une histoire, on sait qu'on veut arriver à certaines scènes et que forcément, il va falloir arriver à là. Donc, mais je suis pas sûr qu'elle savait toujours quelle histoire elle allait raconter. Ah, ça c'est possible. Et qu'elle l'a trouvée justement par cette espèce de méthode un peu zigzagante, et qu'à un moment, quelque chose devenait l'engrenage du récit. Mais plutôt sur la... Voilà. Je pense que ça dépend quand même des films, même s'il y a toujours cette idée qu'elle a jamais de synopsis ou d'idée préconçue de ce que ça va être. Mais effectivement, je pense qu'il y a des films où elle a d'abord l'idée d'une scène et elle va à rebours pour voir qu'est-ce qui peut arriver avant cette scène. Mais je pense qu'il y a aussi des films qu'elle a commencé à écrire avec la première scène et à avancer au fur et à mesure sans trop savoir où elle allait. Et à un moment, elle est lancée dans l'écriture, et c'est pour ça aussi que son cinéma est fait de beaucoup pas de scénettes, mais des histoires des scènes qui s'imbriquent les unes dans les autres, et voilà. Et parfois elle écrivait sans savoir quelle serait la fin, quoi. Mais je pense que ça dépend. Ma vie, ma gueule, elle a eu l'idée des 3 parties dès le début, mais elle ne savait pas vraiment bien ce qu'elle allait mettre dans les 3 parties, mais elle avait comme une idée un peu des étapes du film. Mais vous, Agathe, peut-être vous savez ça, elle écrivait facilement? Non, elle mettait du temps à écrire, mais oui. Alors oui et non.
Ça ressemble à ça ressemble à elle. Non, en fait, c'est-à-dire elle écrivait très facilement parce qu'elle était très douée pour écrire. Et elle était capable d'écrire un truc génial en 2 jours. Mais par contre, elle pouvait aussi ne pas écrire après pendant 6 mois, quoi. Donc souvent, elle se lançait dans une période d'écriture. Elle avait une idée, elle écrivait pendant 3-4 jours. Boum, page blanche, elle écrivait pas pendant, je dis n'importe quoi, 3 mois. Et paf, elle retrouvait un truc et elle se remettait à écrire, quoi. Mais en même temps, elle avait la plume facile, si je puis dire, quoi. Enfin, mais elle disait qu'elle pouvait buter sur une virgule ou un point de suspension, des points de suspension pendant 2 jours, quoi. À savoir s'il valait mieux mettre une virgule ou un point virgule à tel endroit et rester bloqué là. Et ensuite, une fois qu'elle avait décidé, une fois qu'elle savait où elle avait placé sa virgule, elle revenait pas dessus. Ça, c'est un truc intéressant aussi de son écriture, c'est que les films se construisaient comme ça au fur et à mesure, les scénarios s'écrivaient au fur et à mesure, mais elle revenait pas sur ce qu'elle avait écrit, quoi, quasiment pas. Une fois qu'elle avait trouvé la scène, elle avançait. Il y avait très peu de retouches. Je voulais un autre passage qui peut-être correspondra à votre expérience avec elle. Elle parle d'Emmanuel DeVos. Enfin, la question c'est, vous avez écrit pour elle, vous Emmanuel DeVos, à propos de Gentil, et Sophie Fillière répond oui, ça aide. Je pense tout le temps à son phrasé particulier, au fait qu'on puisse lui mettre des mots dans la bouche qui peuvent sembler difficiles à dire ou à croire, et qu'elle y arrive parce qu'elle a l'intuition et l'intelligence des mots. Et aussi sa dégaine. C'est très important pour moi, le physique, l'allure, la démarche. Je fais marrer les gens parce que j'imite la démarche des actrices. Elles ne marchent pas du tout pareil. Quand je les visualise, c'est plus simple d'écrire, c'est comme une image qui se dépose sur l'écran d'ordinateur. Je n'écris pas en fonction, je n'écris pas en fonction de qui elles sont, mais de comment elles sont physiquement, comment elles parlent. Leur personnalité ne m'inspire pas du tout. Sur l'allure, parce que par exemple on a vu dans la bande-annonce de la rétrospective, on voyait un plan de La Belle et la Belle et ce moment où dans la soirée vous dansez. Et cette façon que vous avez de danser, je me permets de vous dire qu'il n'y a que vous qui dansez comme ça. C'est le personnage dans la scène. Oui, bien sûr. Oui, je parlais de votre personnage. Elle a une fête où ils ont tous 20 ans de moins qu'elle. Voilà. Et vous dansez absolument à contre-rythme tout le temps. Mais danse comme le personnage. Bien sûr. Non, mais je veux dire sur cette idée du physique, de la démarche, finalement un cinéma des corps, un cinéma de la présence, un cinéma où on du rythme en fait. Oui, et c'est pas qu'un cinéma de dialogue, c'est un cinéma de. Je repensais parce qu'en plus ce manteau, je l'ai gardé. Le manteau de Gentil. Et on dirait presque vous savez, les personnages de bande dessinée ont toujours le même costume. Alors même si en dessous j'ai d'autres vêtements, mais on voit beaucoup avec ce manteau. Pareil dans Arrête où je continue, où on est je suis en short, en rando, de toute façon je perds tout. Donc, mais il y a cette chose très j'allais dire viscéral, pas viscéral, les corps existent et en général dans un cinéma plus de dialogue, plus romérien, les choses comme ça, les corps sont moins filmés, contrairement à Sophie qui effectivement, et Sophie dans tous ses films, l'obsession de la minceur, de grossir, elle était complètement là-dessus, de faire des réflexions là-dessus. Dans Arrête où je continue, je me souviens que perdu en forêt, le personnage dit là je vais vraiment maigrir. Je vais complètement maigrir. Et donc le corps est important, le rythme et l'apparence, Et même dans La Belle et la Belle, on avait un jeu de gestes, carrément, de chorégraphie quasiment, puisqu'on devait être les mêmes, à des âges différents, à des périodes de vie différentes. Donc elle s'amusait beaucoup, je me souviens avec ça, on passait beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, mais à imaginer des gestes. Et en même temps, ça la dérangeait pas qu'on se ressemble pas du tout, qu'on fasse pas la même taille. Oui, parce que donc vous jouez, peut-être d'un mot, que vous jouez en fait le même personnage toutes les deux, à 2 âges différents. Oui.
Moins jeune et Agathe. Plus âgé. La quarantaine séduisante. Non, mais sur ce truc du corps et des costumes et tout, c'est très, très prégnant aussi dans ma vie, ma gueule, quoi. Ne serait-ce que les baskets. J'allais le dire. Oui. Ouais, C'est vrai que. Non, mais c'est vrai que. Là aussi, très souvent. On joue et on est nous et on a envie d'être joli et on sait ce qui nous va comme vêtements, etc. etc. Bon, bah là, il n'était pas question de ça. D'ailleurs, je n'ai pas racheté beaucoup des vêtements. Mais si je peux me permettre, ça te va super bien. Par ailleurs, non, il y a quelque chose qui est nouveau, parce que différent. Non mais je rigole pas, le moment où tu as ce haut fleuri, je sais pas, il y a quelque chose aussi avec ton visage, des vêtements qui sont pas toi, mais qui font de toi aussi une personne belle, quoi. Je sais pas, c'est beau. C'est beau autrement. Tu vois, merci, c'est gentil, mais c'est vrai que, disons que c'est pas là-dessus, je ne serais pas allée vers là, mais c'est ça qui est chouette, parce qu'on est quand même aussi actrice pour être quelqu'un d'autre, mais on est aussi, enfin, je suis aussi une fille qui a envie d'être pas trop moche, donc voilà. Et là, non, c'est pas ça. Et les pieds, enfin, comment on marche et avec quoi on marche, ça change aussi tout, évidemment. Et effectivement, j'ai mis ces Oka, enfin, c'est ça, ouais, c'est ça. des grosses baskets que je ne mets jamais, et qu'elle mettait aussi. Et c'est vrai que toute la démarche est différente, évidemment. Et oui, le corps existe, et elle s'en moquait, elle s'amusait avec, mais pareil, elle l'assume et elle demande aux actrices de l'assumer aussi, enfin, dans sa différence, dans sa nudité, dans son... Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de cache, il n'y a pas de biais. Il n'y a pas de faire joli. Voilà. Et en même temps, la présence des corps, qu'ils soient masculins ou féminins, ajoute parfois au burlesque de la situation, la maladresse, elle joue. C'est en ça que c'est une sorte de comique complet, parce que ça passe beaucoup par les dialogues, l'échange, les situations, mais aussi les corps dans les situations où elle les met, quoi. Il y a des situations... Oui, et la mise en scène, enfin, la façon qu'elle a de placer la caméra, etc. Enfin, parce que souvent on parle de son cinéma, on parle de l'écriture et des dialogues, mais... c'est vraiment aussi, enfin, les choix de mise en scène, de découpage, de changement d'axe et tout sont hyper aussi précis que son écriture, quoi. Et là, on le voit encore plus avec le 35 mm et tout. Enfin, c'est... Peut-être une dernière chose, et on prendrait quelques questions du public si vous voulez bien, mais une dernière chose, en revoyant Aïe, il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'à 2-3 moments dans le film, les situations ou les dialogues sont tels que André Dussolier et Hélène Filière, et on ne peut pas savoir si c'est André Dussolier et Hélène Filière ou leur personnage, en fait ils ont un éclat de rire, ils se marrent. Et ce qui normalement dans les films est gardé pour le bêtisier ou pour les... Là c'est dedans. C'est-à-dire que l'indistinction en fin de scène sur le rire, est-ce que c'est eux qui... c'est la fin de la prise et ils se sont marrés mais ça a été gardé, ou est-ce que c'est les personnages qui eux-mêmes se rendent compte de ce qu'ils se disent et qui rigolent? Et je me suis demandé si si ça arrivait que soit une prise soit interrompue pendant un tournage parce que vous riez de la situation, est-ce que quelle était l'ambiance, est-ce qu'il y avait, disons, sur le tournage cette ambiance-là de rire ou pas vraiment? Parce que ça m'a frappé dans Aïe. Dans Aïe, forcément, j'y étais pas. En revoyant, je me souviens très bien qu'avec Michel Villermoz, la scène de la non-rencontre. De la non-rencontre, mais il n'est pas mon conseiller clientèle. Mais moi, je riais tellement, la situation était tellement absurde, c'était tellement drôle, et Villermoz était tellement sérieux que c'est vrai que j'ai eu des frères qu'elle n'a pas gardé. Et, heureusement, parce que ça n'avait rien à voir avec la situation. Donc là, vous avez dû reprendre la... Oui, ah non, mais même, c'était... on était au-delà de l'absurdie, quoi. Pourtant, j'étais habituée à ça chez Sophie, mais là, c'était délirant. Alors peut-être dans Ma vie, ma gueule moins, parce que il y a des situations moins drôles. Il y en avait
était drôle aussi, mais je dirais que là pour le coup c'est comme sur n'importe quel tournage. Il y a des moments de fou rire parce qu'on est fatigué, parce qu'on est tendu, ou parce que c'est drôle aussi. Puis des moments où c'est censé être drôle et on rit pas du tout. Mais ça, voilà, tout arrive, mais je verrais pas de différence là pour le coup. Nous, ouais, c'était un tournage assez léger, mais toujours, elle était quand même très sérieuse, mais très douce, j'aime pas ce mot, mais en tout cas si, je l'aime bien, mais là, oui, concentrée, précise et très contente, très contente de tourner son film. Elle adorait les tournages, elle adorait le tournage, elle adorait le travail avec les acteurs, mais aussi tous les techniciennes, et à l'écoute d'ailleurs de tout le monde, hyper ouverte quoi aussi, et ouais, nous on a eu pas mal de fou rire, je crois, sur La Belle et la Belle, et le film était aussi assez joyeux quoi. Mais quand même, quand on voit ces films, on se dit que tous ces films posent d'une certaine manière une question, c'est comment trouver sa place. Et on a le sentiment qu'elle avait répondu en disant qu'elle trouvait sa place sur un tournage. On a le sentiment, vu en tant que spectateur, que là où elle était heureuse, entre autres, ou en tout cas la question de sa place, même si ça donnait le sujet du film, se posait moins, c'était sa place sur un tournage. En tout cas, ouais, oui. Mais au montage aussi, je crois qu'elle aimait aussi beaucoup le montage. En tout cas, de faire du cinéma, c'était sa place, quoi. Et de faire un cinéma qui questionnait sa place et finalement, est-ce que c'est grave de pas trouver sa place ou pas? C'était là qu'elle s'y retrouvait, quoi. Est-ce qu'il y a des questions ou là devant? Voilà. Bonjour, merci à toutes les quatre d'être présentes sur le plateau. Moi, effectivement, j'ai vu ma gueule avec la présentation d'Agnès au 5 Comartin. Et bon, j'ai beaucoup aimé, surtout la scène finale où elle part. Ne racontez pas la scène finale. Je trouve que c'est un film où il y a pas mal d'errance, mais en fait, ma question qui m'intrigue, c'est surtout, je voulais la poser à Agathe. Malheureusement, Sophie nous a quittés en juillet 2023. Est-ce que le film était pratiquement terminé? Est-ce qu'elle a laissé des consignes, un fil conducteur pour que ses enfants, vous et votre frère, interviennent à la post-prod? Est-ce qu'elle a laissé des consignes pour le montage? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez respecté le scénario? Ou, sachant malade, elle a anticipé ce qu'elle voulait présenter au public, et notamment pour que le film puisse arriver. Alors, ça n'a pas été dit, mais Ma gueule a été présenté à la 15e des cinéastes à Cannes cette année. En fait, comment vous vous y êtes prise pour arriver à un tel et si beau film, quoi? Non, en fait, elle a écrit le film, elle n'était pas malade. Donc ça, c'est important de le savoir. Et après, elle a fini le tournage, donc elle a tourné tout le film comme elle le voulait. Et ensuite, quand on a appris en même temps qu'elle pourrait pas terminer le film, effectivement, elle nous a demandé à Adam et moi de reprendre la post-production du film, donc à commencer par le montage, avec tous les collaborateurs et collaboratrices qu'elle avait choisis. Et voilà, et elle nous a effectivement, on a pu discuter avec elle du montage. Elle nous a donné des indications qui étaient pas spécialement, qui étaient plus ou moins précises. Il y avait des choses très précises, et il y avait des choses plus ouvertes et voilà. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que son cinéma est très très précis et que le tournage est très fidèle au scénario. Donc, si vous voulez, le film était presque déjà là. Bien sûr, il y a eu un énorme travail de montage, notamment avec François Quicré, mais c'est pas un cinéma où on recrée le film au montage ou au tournage on transfigure le scénario. Non, c'est vraiment, tout est dans la continuité, et le montage et la post-production, le travail
le travail du son aussi avec Jean-Pierre Laforce, l'étalonnage avec Emmanuel Colino, tout ça était la continuation la continuité de ce qui était déjà là au tournage et au scénario, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne vois pas. Bonjour. Donc ça serait deux petites choses par rapport au montage justement. Par rapport pour Ma vie, ma gueule, j'ai cru comprendre qu'il y avait des plans larges qu'on retrouve quasiment pas finalement dans. Enfin, le film de Ma vie, ma gueule, je trouve très plan serré sur les visages. On est très proche des personnages, enfin des acteurs. Et j'ai cru voir là, dans l'entretien qu'il y avait eu parfois des pensées de plans plus larges. Et j'ai l'impression qu'ils ont été un peu supprimés pour avoir comme ça quelques plans. Il reste quelques plans larges justement qui sont très signifiants, mais qu'il y a eu peut-être un choix de vraiment resserrer le film. Et j'ai l'impression que ça s'est fait au montage. Après, excusez-moi, j'ai une autre petite chose. On va peut-être répondre déjà à ça. En fait, elle voulait déjà que ce film soit assez différent des autres d'un point de vue formel. Notre mère, elle voulait que, voilà, c'était la première fois qu'elle faisait un film quasiment entièrement avec la caméra portée, alors que tous les autres films, c'est des plans souvent fixes. Et effectivement, il y avait aussi plus de gros plans, mais au tournage sur ce film. Et on n'a pas spécialement voulu que le film soit plus resserré, mais c'est ce qui est devenu, voilà, peut-être, enfin voilà, c'est le choix des prises, mais c'est au tournage, c'est des choix de tournage en fait, parce que il fallait qu'on soit, enfin c'est un film qui est très frontal, on est vraiment avec le personnage dès le début et ça s'est imposé comme ça, et oui, parfois sur certaines scènes, en fait, je pense dans l'entretien, on parle surtout de la première scène, effectivement, il y avait pas mal de prises, enfin il y avait plus large, enfin le plan qui avait été choisi, j'ai l'impression, mais Emmanuel Colino en parlerait mieux que moi aussi, mais était un plan un peu plus large, puis finalement il y avait une ou deux prises en plus serrées, et il se trouve qu'on a choisi celle-ci parce qu'Agnès était géniale, et parce que ça marchait bien pour entrer dans le film, quoi. Et juste, donc pour revenir sur le jeu des comédiens, enfin des comédiennes, il y a quelque chose, parfois je pense, à Guitry c'est très différent, mais c'est cette rigueur dans le texte, dans la volonté vraiment de rester sur le texte, mais qui permet aussi une énorme, enfin moi ce que je trouve toujours étonnant dans son cinéma, c'est qu'on a l'impression presque parfois qu'il y a de l'improvisation, pas de l'improvisation, mais en tout cas quelque chose où elle veut surprendre, quelque chose dans l'acteur, quelque chose de surprenant, enfin quelque chose qui est vraiment de l'essence même de la personne, et comme si elle attend quelque chose. Et dans Ma vie, ma gueule, je pense à deux choses. Je pense au moment où la deuxième séance avec le psychanalyste, où elle dit le mot prestidigitation et elle le reprend. Alors je ne sais pas si c'est écrit comme ça ou si c'est c'est pas un bafouillement, mais que le personnage le reprend et que tout d'un coup la caméra ne coupe pas et qu'on continue la scène, mais qu'il y a un moment, un silence comme ça qui dure, et puis un mot qui arrive et qui va déclencher quelque chose qui est assez... Enfin, ce plan est assez incroyable, je trouve, très très émouvant. Et un autre moment elle est en train d'attendre, et on entend l'avion qui passe, un avion qui passe dans le ciel. C'est le début du plan, elle est en train de regarder au ciel, et je me demande si ça c'est quelque chose où on est en train d'attendre pour lancer le plan, enfin que finalement il y a un avion qui passe, on se dit on attend, et qu'Agnès attend, et que finalement hop, l'avion est passé et elle se met à jouer, ou si il y a quelque chose comme ça où bon, bref. Moi je dis juste un tout petit truc et après je te laisse parler, c'est que là c'est juste Agnès qui est géniale, en tout cas la scène du psy, J'allais dire, merci. Le psy est génial aussi. Le psy est très bon, mais on a gardé le plan sur Agnès parce que c'est juste génial ce qu'elle fait, et que c'était plus intéressant de rester sur elle avec
les silences, avec tout ce qui se passe et les émotions mêlées qu'elle arrive à faire passer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on reste sur elle, quoi. Mais ça rejoint, je suis d'accord avec ce que vous dites, monsieur, en fait, et ça rejoint l'effet que fait son cinéma et ce qu'on disait de Sophie elle-même, qui n'avait pas peur des silences, de sa vulnérabilité, d'être dans sa recherche de qui elle était et de qu'est-ce qu'on faisait. Et ça fait quelque chose de très particulier. Et c'est vrai, en plus, à un moment, à une époque où on est tellement abreuvé d'images, mais abreuvé, et qu'en général, mon frère me disait ça, qui est cinéaste aussi, et qui a vu le film à la Cinémathèque lundi, il m'a dit, et c'est ce que tu m'as dit aussi, Isabelle Coichette, qui est aussi cinéaste, c'est qu'il reste et qu'il restera. Or, on est quand même dans un moment où il y a plein, on le sait, hein, les films de Netflix, mais de Netflix, il y en a des très bons, hein, mais on les oublie, on ne sait même plus le lendemain ce qu'on a vu. Moi, vraiment, enfin, c'est flippant même. Et voilà, il y a des tests qui ont été faits, etc. On se rappelle de rien. Enfin, c'est-à-dire qu'on consomme, on est dans un... Voilà, on est distrait. Et là, on peut pas. Il y a cette espèce de rythme, de non-rythme, de temps avec les comédiennes, avec leurs doutes, avec leurs pensées, en fait. Elles filment la pensée et les émotions sans qu'elles soient dites. Dans Ma vie, ma gueule, sans musique en plus. Bon, ça c'est votre choix, mais je le trouve très judicieux. Enfin, donc tout ça fait que on voit une œuvre et on n'est pas en train de consommer quelque chose qui nous distrait. Et c'est très 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 différent en fait. Hein. C'est très particulier et c'est pas si souvent, non, ça c'est sûr. Oui, parce que peut-être qu'on éprouve à quel point le film compte pour ceux qui le font, à quel point c'est prémédité, à quel point aussi le film est pensé sans être verrouillé. Et puis ce que vous disiez au début de la discussion, le fait de voir le film en 35 mm ajoute à la chaleur du plan, à la présence. Tout ça contribue, comment dire, à produire un effet de cinéma, parce qu'elle-même y tenait, hein, elle disait « je veux pas du tout qu'on oublie que c'est un film ou que c'est du cinéma, c'est pas du cinéma réaliste, mais c'est par là qu'on accédera à une certaine vérité des sentiments, des situations, des personnes ». Et donc je trouve ça, oui, effectivement, très, très juste de dire que peut-être que le cinéma, c'est pas des images, c'est du temps, et que là, ce qu'on éprouve dans Ma vie, ma gueule, quand on voit Gentil, c'est on prend plaisir à prendre son temps. C'est sûr. Enfin, c'est évident. Enfin, je veux dire, c'est fou. Enfin, c'est ce qui, un chef d'orchestre, voilà, c'est ce qui fait que la même œuvre va être avec tel chef, vous la redécouvrez et avec un autre, elle va vous paraître ennuyeuse. Et on peut s'emmerder à un court métrage et ne pas voir le temps passer ou le voir ou en tout cas le goûter. Avec un film de 4 heures, enfin, ou avec... C'est évident que c'est ça qui fait un artiste ou un faiseur, un entertainer. Entertainment. Mais pourquoi pas, c'est aussi, il faut savoir le faire, mais bien sûr que tout est là-dedans pour moi. Et il y a certains films, il y en a peu finalement, je trouve, il y a une signature, c'est-à-dire on pourrait ne pas voir signer Sophie Fillière, qu'on devinerait que c'est un film de Sophie. Ça, alors là, je me suis fait la réflexion en pensant à ces films, ces 7 films. On sait que c'est elle, mais tous les cinéastes ne sont pas du tout comme ça. Là, ce qu'elle impose, c'est vraiment une rencontre. C'est pour ça c'est émouvant, parce que ces films sont elle, mais plus... Enfin, différemment que d'autres. C'est vraiment signé d'elle du début à la fin. Quoi. Oui, il y a une sorte de sincérité dans son De cinéma d'elle. qui plaît pas forcément toujours, mais en tout cas, elle transige avec rien, quoi. Elle fait le truc qu'elle a envie de faire et... Il y a très peu de cinéastes dont on pourrait finalement, sans savoir si c'est eux qui le réalisent, dire que c'est eux qui le réalisent. Il n'y en a pas tant que ça. Hein.
Oui. C'est vrai que c'est vraiment une œuvre, quoi. Une œuvre. Sur l'écriture, la façon de filmer, les choix. Non, puisque ce que vous dites, c'est qu'il y a un ton tellement singulier qu'effectivement, on pourrait faire un blind test et rien qu'à l'écoute, on pourrait reconnaître un film de Sophie Fillière dans le choix des mots, même parfois. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle a eu autant de mal à faire ses films aussi, parce que ça, il faut le dire. C'est bon, gentil, c'est le seul film, disait Agathe, qui a été soutenu par Arte, mais je sais que le dernier, ça a été très difficile, fait dans des conditions, et je trouve, elle a rarement eu des sélections dans des... Enfin, c'est pas une cinéaste qui a été reconnue, vraiment, je trouve, à sa mesure. Et ça me... Enfin, c'est à l'image du monde dans lequel on évolue, mais Mais ça tiendrait à quoi? Ça tient à cette singularité. Oui, une singularité qui pourtant est... Oui, mais c'est une singularité extrêmement accessible. Enfin, c'est pas compliqué de comprendre ces films, hein. Il suffit de... Mais c'est fou que... Enfin, on peut remercier... Martine Marignac à titre posthume, mais aussi Maurice Tinchamp, et d'avoir soutenu son œuvre. Oui. Et Julie Salvador. Et Julie Salvador maintenant, oui. Mais c'est dingue, quoi, que... Mais pour nous, acteurs, c'est vraiment une chance, au-delà même dans la vie et tout ça, d'avoir fait partie de ces films, quoi. C'est une chance. Oui, je pense que... Une chance énorme, quoi. On lui disait, elle le sait, hein, on le dit pas parce qu'elle est plus là. Hein, moi, je lui disais tout le temps, et je lui disais, et c'est une chance d'avoir eu ces mots à jouer, à dire, d'avoir eu son regard sur nous, d'avoir été si proche et filmé par elle, quoi. C'est une chance. Un grand merci à toutes les quatre et merci pour cette séance.